avait vraiment fait appel à la protection britannique avant de se contacter finalement avec les filles allemandes. Seulement si le traité du 12 juillet 1884 semblait une réponse à la pacification de la région côtière, il était davantage pour les voilà un bouclier commercial. Depuis longtemps, en effet, il fut habitué à négocier avec les Européens, s'imposant comme les seuls intermédiaires entre les peuples de l'intérieur et les pays occidentaux. De ce monopole, il tirait énormément d'avantages. Aussi, en signant le traité du 12 juillet 1884, voulut-il consolider leur collaboration avec les Allemands et affermir leur position. Les perspectives de la coopération germano-douanière, on l'écrivait en son temps Antonin Trois, leur parut d'autant plus favorable que les Allemands s'engageaient dans le traité à respecter et à garantir les intérêts fondamentaux des douanes. Les intérêts qui sont contenus dans un mémorandum rédigé dans la circonstance du traité du 12 juillet 1884, Antonin Trois en reprend quelques extraits. Dans ce mémorandum, il faut dire que les douaniers souhaitaient voir exiger des blancs que ceux-ci ne commercent pas directement avec les populations de l'arrière-pays, que les terres cultivées demeurent leur propriété, qu'aucun impôt ne soit levé sur le bétail, que les indigènes soient punis seulement pour des crimes réellement commis. Et pour donner voix, ce mémorandum contenait deux clauses essentielles. L'engagement par les Allemands de respecter et de protéger le monopole que détient le droit dans le commerce avec l'Interland, c'est-à-dire l'arrière-pays, et le maintien du système de crédit attaché à ce monopole commercial dans le but de faciliter les opérations. Très probablement, mesdames et messieurs, les chefs indigènes voulurent tirer aux Allemands des avantages qu'ils n'avaient pas reçus des Allemands. C'est dans ce sens que l'historien Kijika soutient que la densité des précisions incluses dans le mémorandum indiquait peut-être que les chefs soutiennent l'avidité des Allemands à annexer leur territoire et qu'ils voulurent éprouver leur sincérité. Et voilà que la conviction de traiter dans les meilleures conditions et surtout de préserver leurs intérêts fondamentaux, à savoir le monopole commercial, la possession des terres et le respect des coutumes indigènes. Seulement, après la signature du traité, les Allemands ne tardaient pas à négocier directement avec les populations de l'arrière-pays, désarticulant ainsi le rôle intermédiaire des douanes. Peu à peu, notre Tonekwa, la côte du Cameroun devait se vider de son complet d'activité. À partir de 1885, les firmes allemandes s'établissent à l'intérieur, à Yamassi et Déa, d'où elles rayonnent dans les régions voisines. Et alors, on assistera à l'effondrement de l'autorité des anciens monarques et de leur base économique, ainsi qu'un déclin des échanges routiers contribue ainsi à la ruine des douanes. À notre avis, en signant le traité du 12 juillet 1884, les douaniers et les Allemands firent preuve d'empressement parce qu'ils étaient liés par les circonstances, par le souci de leurs intérêts respectifs qui les poussaient à se soustraire au plus vite de l'emprise géante des Anglais. C'est-à-dire que le traité était donc pour les Allemands le prétexte d'une colonisation pacifique. En effet, au moment de la signature du traité, le sort du Cameroun était déjà scellé à Berlin, car prescrit depuis quelques mois dans la mission Natiga, Victor Télévin, qui a écrit sur le Cameroun, rappelle à ce sujet quelques éléments. Le 19 avril 1884, c'est-à-dire bien avant la signature du traité, Bismarck
lâcha un rideau de fumée sous la forme d'une commission alors Granville, alors ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Il informa qu'il envoyait Natigal en Afrique occidentale au fin de compléter les informations actuellement en possession des Affaires étrangères américaines sur la situation du commerce allemand sur cette date et qu'il était autorisé au nom du gouvernement impérial à entamer des négociations relatives à certaines questions. Granville mordit à la leçon, profondément convaincu par les aveux répétés de Bismarck de l'opposition de son gouvernement à la colonisation, il assura que les autorités britanniques sur la côte recevraient l'ordre d'aider Natigal, bien que plusieurs journaux allemands puissent laisser entrevoir les intentions véritables de Bismarck un mois avant le départ de Natigal. Les Britanniques restèrent sans confiance. Véritable coup d'ordre par lequel l'Empire allemand annexa le Cameroun par le biais des commerçants. La stratégie du chancelier Bismarck était subtile. Le marchand d'abord, le soldat ensuite, stratégie par laquelle les films Boheman et Saint-Ouen ont transmis les droits acquis à l'Empire allemand au terme de l'accord du 13 juillet 1884 au mépris de la première réserve indigène. Cet accord du 13 juillet, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un accord très important. Ainsi, l'État allemand, personne morale distincte des deux films allemands, fit donc indirectement irruption dans le traité du 12 juillet 1884. Dans cet accord du 13 juillet, il est curieusement indiqué, je cite, les chefs supérieurs reconnus comme tels et indépendants du Cameroun, Kimbel et Kingatwa, ont demandé en échange de cette cession la protection de l'Empire allemand et la suzeraineté de Sa Majesté l'Empereur allemand. Or, mesdames et messieurs, à la lecture du traité du 12 juillet 1884, la protection de l'Empire allemand n'est sollicitée nulle part. Encore moins la suzeraineté de Sa Majesté l'Empereur allemand. Pourtant, cet accord du 13 juillet 1884, qui viole les dispositions du traité du 12 juillet, fut reconnu comme valable par le consul Natigal et comme régulièrement compris. Une indication curieuse qui laisse donc entendre que l'État allemand, à travers son représentant, aurait la qualité juridique pour valider ou non le traité signé par les deux films allemands. Ce que semble confirmer un autre extrait de l'accord du 13 juillet que je cite, le commissaire impérial déclarait en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés que les acquisitions faites par les établissements gouvernementaux se trouvaient donc déroulement sous la protection de l'Empire allemand. Comme indiqué précédemment, c'est également dans cet accord du 13 juillet que le terme protection assigné au protectorat ressort pour la première fois. Or, les droits ou leurs représentants, n'étant ni demandeurs ni signataires de cet accord du 13 juillet, ne sauraient bénéficier de la protection de l'Empire allemand. Seuls les firmes allemandes ainsi que leurs acquisitions sont concernés, à moins d'intégrer dans les acquisitions les indigènes. Voilà la souveraineté de cette dernière leur étant totalement cédée. Ce glissement semble perceptible dans l'accord du 13 juillet 1884 qui mêle étroitement la protection de l'Empire allemand et la suzeraineté de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne. L'on note ainsi confusément que les acquisitions faites par les établissements Boheman et Saint-Ouen se trouvaient dorénavant sous la protection de l'Empire allemand et que Sa Majesté acceptait d'étendre
sa suzeraineté sur le territoire du Cameroun en reconnaissant les réserves faites dans le contrat et en respectant les droits acquis des tiers. De cette confusion, mesdames et messieurs, il est aisé de souligner avec le regretté professeur Louis Bongo que les Allemands, en réalité, attachaient plus d'importance à l'abandon de souveraineté qu'aux autres clauses restrictives. En réalité, pour les Allemands, comme ce fut le cas pour tous les colonisateurs européens, les traités arrachés par la ruse ou par la force à des minuscules chefs indigènes, je cite le professeur Mongo, étaient destinés qu'à fonder leurs prétentions en face d'autorités européennes. Ainsi, mesdames et messieurs, en hissant solennellement le drapeau allemand sur la côte camerounaise le 14 juillet 1884, le consul Gustave Latigal venait d'obtenir, à travers les accords des 12 et 13 juillet, le prétexte juridique d'une colonisation pacifique. Associé dans les festivités de ce 14 juillet, les douaniers, à l'exception de l'homme prison de l'autre côté de la rive, ne comprirent peut-être pas tous le symbole du drapeau ici. Ils devenaient des sujets allemands, leur territoire étant dorénavant une colonie de l'Empire germanique. N'est-ce pas, diront certains, ce qu'ils avaient espéré des Anglais à la lecture de leur correspondance à la reine d'Angleterre? Difficile, mesdames et messieurs, de répondre par l'affirmative. Au vu des positions nationalistes historiennes de celui que nous célébrons aujourd'hui, King Kambonoa. En effet, bien que signataire du traité du 12 juillet 1884, il n'hésita pas à remettre ce traité en question quand il se rendit compte de la volonté de l'administration allemande de s'accaparer des parts les plus importants de son village. En 1905, il adressa une pétition au gouvernement du Reich. Il fut donc arrêté avec ses partisans, jugé pour haute trahison et condamné aux travaux forcés. Comme si cela ne suffisait pas, il fut destitué en 1906 et ses droits de retrouver son trône lui furent refusés. Pire, il fut exilé à Campo où il mourra dans l'année du 6 décembre 1907. Ce curieux revirement de King Dikambono Accord nous oblige à dépasser le terrain juridique et politique pour questionner au plan anthropologique la volonté contractuelle des chefs douaniers. Autrement dit, comment est-ce que l'Africain conçoit l'obligation